Bonjour Maxime Maury et bienvenue sur la maïeutique. Nous avons eu dernièrement une augmentation des prix de l'électricité pour certaines entreprises par 7 ou par 8. Alors là, c'était pas dû au peak oil, c'était dû à une construction de la libre concurrence par l'Europe pour les prix de l'électricité, mais ça a poussé quand même des entreprises à fermer ou certaines à partir à l'étranger. Donc en fait, qu'est-ce que ça pourrait bien donner avec le peak oil ? Sur la crise de 2008, il y a un point qui est passé largement inaperçu. Et là, je rejoins Jean-Marc Jancovici. C'est que, en 2007, le prix du pétrole a été multiplié par 2. On l'a oublié, mais c'est là que Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie, a dit aux Français qu'il fallait utiliser le vélo. Bon, c'était amusant à l'époque. Parce que quand le prix du pétrole a doublé, l'ouvrier américain, il avait le choix entre où je remplis mon réservoir d'essence et je ne paye plus mon prêt subprime à la banque. Alors le subprime, pour nos auditeurs, rappelons que c'était des prêts à bas taux d'intérêt, à risque, pour des ménages dont la solvabilité était à risque, pour acheter un logement. Il avait le choix entre remplir le réservoir d'essence ou payer la banque. Et le choix qu'il a fait, qui était assez naturel d'ailleurs, c'est d'aller bosser et de remplir le réservoir d'essence. Et il a dit, avec la banque, on verra après. Et ça a provoqué la crise immobilière que l'on connaît. Et puis, par une véritable réaction nucléaire, on ne peut pas mieux dire, ça a provoqué la crise financière. Alors que les prêts subprime, c'était 2,5% du marché du crédit. Donc c'était tout petit. C'était rien, comme la Grèce dans l'Union européenne, 3% du PIB. Et pourtant, réaction nucléaire, ça a provoqué une crise financière qu'on a appelée crise des dettes souveraines de la zone euro. Alors, je ne vais pas développer ce sujet-là parce que j'enseigne presque une journée entière là-dessus. Il y avait des raisons d'insuffisante régulation, des dispositifs réglementaires procycliques, j'en passe et des meilleurs, qui ont provoqué tout ça. Mais c'est bien le pétrole, et c'est bien la pénurie du pétrole de première qualité, que j'appelle light sweet oil, qui a provoqué les subprimes, qui eux-mêmes ont provoqué la crise financière. Donc vous voyez, ce qui est intéressant là, c'est les signes noirs, c'est les aspects systémiques, c'est les réactions en chaîne. Et ça, pour l'apercevoir, il faut être pluridisciplinaire. Un des grands malheurs de notre monde, c'est que les gens ne se parlent pas entre disciplines. Les économistes sont emmurés dans l'économie, les physiciens sont emmurés dans la physique, les physiciens et les économistes ne se parlent pas. D'ailleurs, les différentes disciplines ne se parlent pas, on pourrait généraliser. Oui, donc d'après ce que vous dites, c'est très surprenant, une petite variation des prix, bon, même si là c'était multiplié par 2, ça reste quand même acceptable, c'était des prix qui avaient déjà été atteints pour le prix du pétrole. Ça engendrait un cataclysme. En fait, il y a une notion que j'ai trouvée dans le livre de Fred Vargas, que j'ai trouvée intéressante, c'est la notion d'axe énergético-financier. Parce que, alors, pour répondre très simplement à la question, si à un moment donné la demande et la production ne coïncident pas, c'est ce que les économistes appellent un oil crunch. Vous avez credit crunch, des crunchs vous en avez tant que vous voulez. Si le crunch se produit, vous rentrez en récession. Bon. Alors, là où les collapsologues entrent en jeu, avec l'école de Denis Meadows, 1972 Club de Rome, c'est que, pour eux, ce point-là est le point de départ d'une récession perpétuelle. Bon. Ça, c'est l'aspect physique et économique aussi. Alors, l'axe énergético-financier, c'est quelque chose de plus dynamique. C'est que, pour rembourser la dette, je rappelle ce que nous avons dit dans notre première émission sur la maïeutique, la dette mondiale n'a jamais été aussi importante en temps de paix. Bon. En termes relatifs, c'est-à-dire par rapport au PIB, c'est 4 années de PIB. Bon. Pour rembourser la dette, il faut plus de croissance. Et pour faire plus de croissance, il faut plus d'énergie. Parce que l'énergie, jusqu'à présent, c'est de la croissance. On peut en reparler, mais... Et inversement, c'est là que c'est très dynamique,
pour produire de l'énergie, il faut plus de finances. Pourquoi ? Parce que j'ai exposé dans la précédente émission la notion d'energy return on energy invested, pour le dire plus simplement, de retour énergétique pour un baril de brut investi dans l'extraction. On en avait 100 autrefois, aujourd'hui on n'en a plus que 12. Et donc, cette notion d'axe... Alors, vous avez une dette qui a été constituée aux États-Unis. Il faudrait se documenter et faire une émission là-dessus, sur les pétroles dits de roche-mère, c'est-à-dire le shale oil. Et donc, vous avez un axe énergético-financier qui, à un moment donné, risque de ne plus pouvoir tourner et se briser. Alors, Fred Vargas, qui n'est pas pour moi une référence, d'ailleurs pour moi il n'y a aucune référence, je me fais mes convictions en cherchant partout les références. Elle considère que vers 2045, cet axe se brisera et qu'on ne produira plus de pétrole. Et on ne produira plus de pétrole pas parce qu'il n'y aura plus de pétrole. On n'en produira plus parce qu'il ne sera plus rentable d'en produire. D'ailleurs, si un jour le litre d'essence est à 10 € le litre, il n'y aura plus grand monde pour acheter de l'essence. Ni à Albi, ni ailleurs. Hein, voilà. Donc... Ok, mais tous les pays ne sont pas égaux face au pic pétrolier. Il y a des pays qui ont plus de nucléaire, comme la France. Il y a des pays qui produisent carrément du pétrole. On trouve aussi des produits comme l'Allemagne qui ont misé beaucoup sur le renouvelable. Donc, d'après vous, qu'est-ce que ça peut donner ? Oui, alors votre question est très intéressante et elle nous introduit vers une future émission que nous ferons sur l'Europe, et en particulier sur le décrochage de l'Europe par les États-Unis. Parce que les États-Unis n'ont pas de contraintes énergétiques. Ils l'auront comme toute l'humanité, mais ils l'auront plus tard. C'est encore un très grand producteur de pétrole. Ils accumulent une dette pour produire du pétrole de roche-mère, shale oil. Bon, s'ils peuvent accumuler la dette comme ça, tant mieux pour eux. Donc, vous avez raison de souligner par votre question que la contrainte, et c'est ce que montrait le graphique que nous avons vu lors d'une précédente émission et qu'on peut repasser pour les auditeurs de la maïeutique, nous voyons que la contrainte va s'exercer d'abord sur l'Europe, parce que l'Europe n'a pas de pétrole. Le nouveau futur Premier ministre hollandais, beaucoup de réserves vis-à-vis de lui d'ailleurs, nous explique qu'il va reforer du pétrole en mer du Nord. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il y arrive. Hein. Donc, à partir de 2030, l'Europe étant approvisionnée par 16 pays, et nous avons vu le graphique, qui seront tous en déclin pétrolier, l'Europe sera en perte d'énergie. Alors que les États-Unis n'y seront pas. Donc en 2020-2021, on en a déjà parlé, on a vu des entreprises fuir l'Europe à cause de l'augmentation des tarifs de l'électricité. Et là, comment ça peut se passer dans le contexte du pic pétrolier ? Alors effectivement, mais c'est déjà le cas. Je crois que c'est vous, Joris, qui me citiez le cas du professeur Montagnier, qui a, ou peut-être quelqu'un d'autre, un ami toulousain, qui a découvert toute la problématique du sida, hein, et les possibilités de faire un vaccin. On lui a dit qu'à 70 ans, il n'avait plus le droit d'enseigner. Il est parti aux États-Unis. Regardez la dame, son nom m'échappe, qui a mis au point le vaccin contre le Covid avec Pfizer. Elle voulait s'installer à Montpellier. Puis elle s'est aperçue qu'en France, c'est très difficile de travailler et de réussir. Elle est partie aux États-Unis. Donc, vous avez aujourd'hui plusieurs données que nous pourrons présenter à nos auditeurs sur la maïeutique qui montrent qu'en matière de productivité, de recherche-développement, de technologie, d'investissement, et je dirais même, l'endettement c'est plus discutable, hein, mais les États-Unis ont décroché l'Europe. Alors oui, vous avez raison, une partie de l'ajustement, ça sera d'aller ailleurs, hein, probablement. Enfin, peut-être qu'on arrivera à endiguer le déclin européen. Moi, je suis pour une fédération européenne. Enfin, c'est encore un autre sujet. Bien, merci Maxime, merci à vous.